pas fait de vidéo pendant un petit moment, mais c'est parce que je passais le CAPES. Et la dernière épreuve c'était hier, donc aujourd'hui je peux vous filmer une vidéo. Je sais que vous êtes contents. Moi aussi. Je vais donc vous faire la deuxième partie de mon bilan lecture du mois de mars. J'ai pas compté les livres. Je vais essayer d'être un petit peu rapide parce qu'il me semble qu'il y en a pas mal. Il y en a aussi un qui ne compte pas parce que ce n'est pas un livre, c'est un magazine, mais je voulais quand même vous en parler. Donc il est là. À la fin, je vous ferai comme d'habitude les statistiques du mois et je vous parlerai des lectures communes du mois d'avril. Il y en a pas mal. Alors, on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai fini dans la deuxième partie du mois de mars, j'allais dire janvier. Non. C'est Clockwork Prince, le deuxième tome de The Infernal Devices de Cassandra Clare, donc The Mortal Instruments, les origines, tome 2, Le Prince Mécanique. C'est celui que j'ai le moins bien aimé dans toute la série. D'ailleurs, vu que j'ai terminé cette série, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo spéciale sur la trilogie. C'est comme vous voulez. Si vous voulez, vous me dites en commentaire, et si c'est pas le cas, bon, vous dites rien. Comme ça, on fera comme si l'idée n'avait jamais été évoquée. C'est celui que j'ai le moins aimé, parce que j'ai trouvé que la romance prenait beaucoup trop de place, et qu'elle était pas tellement cohérente. Déjà, dans le premier tome, on voyait qu'il y avait l'espèce de création d'un triangle amoureux, et je déteste ça. Vraiment. Je sais pas pourquoi les auteurs adorent le triangle amoureux, mais moi je déteste ça. Je n'y vois pas d'intérêt. Je pourrais potentiellement aimer la romance dans les livres, mais pas les triangles amoureux. Ça c'est vraiment un truc que je ne peux pas aimer. Du tout. Mais quand même, ce qui est bien dans ce triangle amoureux, c'est que, bon, c'est une fille pour deux garçons, mais les deux garçons ne vont pas se battre pour la fille. C'est pas deux coqs qui essaient d'obtenir la poule, et la poule n'est pas propriété d'un des deux garçons. Ce qui est déjà pas mal. Donc ça c'est pas mal, c'est plutôt original pour les triangles amoureux, vu que d'habitude c'est plutôt je vais te démolir parce que tu veux piquer ma copine, mais non, là c'est pas ça, donc ça va. Mais j'ai quand même moins aimé à cause de ça, la romance. Alors elle est pas tellement cohérente parce que deux personnages tombent amoureux en 15 jours, au point... à un point... Non. Non, je veux bien que l'un des deux personnages ait besoin que ça se passe comme ça. Je peux pas vous le dire parce que c'est un spoiler, donc j'essaie de parler de façon cryptique pour que ceux qui l'aient lu comprennent ce qui m'a agacé, et que ceux qui ne l'ont pas lu ne devinent pas trop. Mais sachez qu'il se passe quelque chose. Je me suis dit non mais sérieusement, en 15 jours on peut pas arriver à ce point. Non. Donc voilà, en plus je n'ai pas du tout senti d'alchimie entre deux personnages. Mais vraiment pas du tout. Genre, pour moi, il se passait rien. Parce qu'elle, elle était là genre, ah oui mais c'est lui, donc bon, il peut pas tellement se passer quelque chose, c'est comme mon frère. Donc on est d'accord que c'est pas de l'amour. Enfin, c'est de l'amour mais pas amoureux, c'est pas passionné, c'est pas... voilà. Et pourtant, voilà, donc j'ai moins aimé. Et bon, l'intrigue avance quand même un peu, mais pas tellement. Les personnages arrivent à vous parler d'amour quand il n'y a pas besoin. C'est-à-dire là, ils sont dans une scène d'action, ou alors il se passe quelque chose d'horrible, ou alors on parle de complètement autre chose. Et eux, ils arrivent à placer une petite remarque du genre qu'est-ce qu'il était beau. Oui, alors la beauté des personnages. Mais pourquoi nous rappeler tout le temps que tous les personnages sont beaux? Mais alors magnifique, attention. Hein. C'est pas genre beau un petit peu, genre joli. Non, c'est magnifique. Oh mon Dieu. Je sais pas, on pourrait pas avoir un personnage pour lequel on ne dit pas qu'il est magnifique. Sinon, je trouve que cette série est très très addictive. Même le tome 2 que j'ai pas tellement aimé était super addictif. J'aime aussi qu'il y ait des petites pointes de féminisme, mais qui c'est pas du féminisme qu'on vous martèle. C'est quelque chose de pas tellement subtil non plus, mais c'est pas non plus écrit féminisme en gros, allez c'est parti. Voilà, donc c'était pas mal fait. Et j'aime toujours autant le personnage de Charlotte. Par contre, Jem est un peu descendu. je sais pas tellement, enfin, si je sais pourquoi, mais je peux pas vous le dire. En revanche, Will, lui, il est remonté. Je n'ai pas compris. J'aime toujours beaucoup Jem, mais Will, quand même. C'était quand même bien, mais ça aurait pu être mieux. Et le deuxième livre que j'ai fini dans cette deuxième partie du mois de mars, c'est donc la fin de la trilogie.
Clockwork Princess, donc la princesse mécanique. Je pense que c'est mon préféré de toute la trilogie. C'était un coup de cœur, on peut le dire. J'étais... Voilà, c'était génial. Alors, c'était génial, mais je pense que si j'ai autant aimé ce livre, c'est parce que j'ai lu toute la trilogie d'un coup. Parce que j'étais vachement dedans, j'étais vachement attachée à certains personnages. J'avais envie de savoir ce qui allait se passer, j'avais envie de connaître, par exemple, l'histoire de Tessa. Ce qu'elle est, pourquoi elle est là, pourquoi il lui arrive ce qui lui arrive, et ce genre de trucs. J'avais finalement aussi envie de voir comment allait se terminer ce triangle amoureux, même si pour moi, il ne pouvait y avoir qu'une seule fin possible. Donc si en commentaire vous avez lu cette trilogie, vous pouvez me poser la question, alors pour toi c'était quoi cette fin? Ou alors vous pouvez aller lire la chronique que j'ai fait pour... D'ailleurs j'ai fait une chronique pour tous ces livres, il me semble. À part un, je l'ai pas encore écrite mais ça va venir. C'était génial. Et alors l'épilogue m'a fait pleurer à sanglots, tellement que j'ai envie de vous faire une vidéo juste sur les livres qui m'ont fait pleurer. Si ça vous intéresse, dites-moi oui, fais cette vidéo. Sinon, on va faire comme avec la proposition de faire une vidéo juste pour la trilogie. Vous faites comme si j'avais rien dit et puis voilà. Je trouve que dans ce tome, on se rend bien compte que Tessa a vachement évolué. Elle est très indépendante. Et comme je vous l'ai dit, le féminisme se voit toujours avec les personnages de Tessa et Charlotte par exemple. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas martelé, c'est plutôt subtil entre guillemets, il n'y a pas le mot féminisme, bon, on n'est pas en mode allez les armes. Voilà, c'est bien fait je trouve. J'aime toujours autant l'univers bien sûr, j'aime toujours autant certains personnages comme Jem, que j'aime toujours quand même un peu, Will, que j'aime vraiment beaucoup maintenant. J'aime aussi beaucoup Sophie depuis le début de la série, et dans le tome 2 on rencontre Gaydon, il me semble que c'est dans le tome 2, et je l'aime bien aussi, voilà. Il y a certains couples qui se forment et je les ai beaucoup aimés. Il y en a un par contre, on sentait qu'il était juste là parce que... Gros point négatif pour les séries en général, mais surtout pour celle-là. Tous les personnages doivent avoir un mec ou une meuf. Mais pourquoi? Ça arrive dans la vie que les gens restent célibataires pendant leur jeunesse. Ou alors qu'ils soient pas avec l'amour de leur vie tout de suite. Enfin je sais pas. Non, là il faut que tout le monde ait quelqu'un. C'est obligatoire. Donc tout le monde est en couple. Pourquoi? Je sais pas. J'ai aussi aimé qu'il y ait plus d'action ici. Et j'ai aussi aimé Magnus, qui est un des personnages que j'aime le plus, je pense, dans l'univers en général des Shadowhunters. Puisqu'il apparaît dans les deux trilogies, donc dans la première trilogie The Mortal Instruments et dans celle-là. J'aime beaucoup Magnus. Du coup j'ai très envie de lire The Bane Chronicles. Et je pense qu'il va atterrir dans un panier d'occasion à un moment donné si je le trouve. Voilà. Mais donc c'est une bonne trilogie, juste peut-être un peu trop de romance, les personnages ont besoin d'avoir quelqu'un. Voilà. Et le triangle amoureux, bon du coup là c'est la fin du triangle amoureux, mais oui, voilà. Mais ce livre m'a tellement fait pleurer. Préparez vos mouchoirs pour l'épilogue, vraiment. Ça m'a brisé le cœur, mais en morceaux, mais en 1000 morceaux. Voilà, rien que d'y penser, ça me... Ouh! Je vous recommande cette trilogie et on m'a posé la question. Alors vous pouvez lire cette deuxième trilogie, entre guillemets, avant The Mortal Instruments, mais sachez que la première trilogie The Mortal Instruments est moins bien écrite que celle-là. Donc vous risquez d'être un petit peu... d'avoir beaucoup moins envie en fait de lire The Mortal Instruments après avoir lu The Infernal Devices. Mais bon, sachez que je trouve cette série mieux. Beaucoup mieux que la première trilogie. Donc maintenant il faut que je lise la deuxième trilogie et puis on verra bien. Mais je le sens pas tellement en fait. J'ai surtout envie de lire... comment ça s'appelle? The Dark Artifices. Ça m'intéresse beaucoup plus que de lire la suite de The Mortal Instruments, mais je suis oubliée. Voilà. Ensuite je voulais vous parler d'un magazine que j'ai lu et que j'ai adoré. C'est Game of Thrones, Mythes et Origines, l'histoire secrète des plus grandes scènes de la série. Et c'est un hors-série, le point pop. Alors ce magazine est génial. Je peux pas, par contre, alors pour ceux qui n'ont jamais vu la série, je peux pas vous montrer certaines images, mais sachez que c'est trop bien. Genre il y a un article pour... Alors, non, je vais pas vous montrer ça. En général, il y a un article pour... Bon, je peux vous montrer la deuxième photo, je pense, parce que tout le monde se doute. Hein. Un article pour un épisode de chaque saison, mais en fait il y a certaines saisons pour lesquelles il y a deux épisodes analysés entre guillemets. J'ai trouvé ça génial, mais genre vraiment génial, parce que on a des explications
sur les mythes qui ont été repris, mais aussi sur les périodes historiques ou les événements historiques qui ont été repris. Les personnages sont analysés, il y a une partie sur la musique que j'ai adorée, il y a une partie sur un épisode de la saison 3. Alors attendez, je vais vous donner le numéro d'épisode, comme ça ceux qui ont vu sauront de quoi je parle. Les pluies de Castamir, épisode 9, saison 3, que j'ai revu il y a pas longtemps en allant à la nuit Game of Thrones à Lille pour Sérimania avec Salomé d'ailleurs, c'était génial. Mais voilà, donc ce magazine, je m'emporte, je parle, mais ce magazine est top. Et si faut que vous ayez vu cette première saison du coup, sinon vous ne pourrez pas lire tous les articles, je vous le dis. Bon, au pire vous pouvez lire l'article une fois que vous avez vu l'épisode, mais sachez que rien que les photos qui introduisent l'épisode sont spoilantes, donc je vous préviens. C'était trop bien, il y a une bibliographie tout le long du magazine. Si vous voulez approfondir la question, moi personnellement ça a encore fait exploser ma wishlist, mais je pense que ça ne surprend personne. Il y a aussi des chiffres. Alors sachez qu'on voit 28 paires de seins durant la première saison, soit une moyenne de 5,6 seins par épisode. Je suis sûre que vous êtes ravis de savoir ça. Il y a 1243 morts à l'écran jusqu'à la saison 6, qui détient le record, 540 morts. On est ravis. 47 Emmy Awards pour Game of Thrones, qui est la série la plus récompensée de tous les temps par les Oscars de la télé. 56%, c'est le pourcentage de personnages principaux ou importants qui sont morts au cours des 67 épisodes. En effet. J'allais vous donner un truc mais c'est spoilant donc je ne peux pas. 11 secondes, c'est le temps de survie le plus court pour un personnage de la série. Voilà, donc je trouve que c'est top. Vous avez aussi un espèce d'article à la fin qui est écrit par... Enfin, c'est une interview d'Anne Besson qui a écrit le dictionnaire de la fantasy que j'aimerais tellement lire. Mon dieu, mais il est un petit peu cher pour l'instant, donc je vais attendre un peu. Et elle nous parle en fait de la fantasy en général. Et vous avez des recommandations pour ceux qui ont aimé Game of Thrones et ce que vous avez aimé exactement. Et vous avez un quiz à la fin, et si vous étiez né à Westeros. Alors, je vais vous faire deviner, à votre avis, dans quelle famille je peux être. Alors, vous avez 5 choix, je crois. Soit je suis une Lannister, soit je suis un marcheur blanc, soit je suis une Stark, soit je suis une femme du peuple ou une Targaryen. Je vous en prie, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Voilà, écrivez maintenant parce que je vais vous donner la réponse. Alors, je suis... J'ai été très choquée parce que je ne pensais pas. Je suis une Lannister. Oh mon dieu, je suis une Lannister, vous vous rendez compte ou pas? Bon, moi ça m'a choquée, vraiment. Mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une réponse, enfin une question où j'aurais pu répondre deux choses différentes. Et donc je suis moitié Lannister et moitié Targaryen. Ok, alors je pensais être plutôt Stark Targaryen, mais visiblement non. Par contre je suis pas du tout une marcheuse blanche et pas du tout non plus une femme du peuple. Étonnant. Donc voilà, j'ai parlé pendant 107 ans de ce livre, enfin de ce magazine, mais je vous le recommande vraiment, il est génial. Et du coup, j'ai craqué, j'ai commandé le point pop sur Harry Potter. Et je compte commander les 3 autres, donc il y en a un sur Le Seigneur des Anneaux, un autre sur les chefs-d'œuvre de la science-fiction, et un autre qui explique les mythes et les origines des grands classiques Disney. Donc voilà, je pense qu'on aura pas mal de livres à ajouter dans sa wishlist une fois qu'on aura lu tout ça. Voilà. Cette vidéo va être interminable, youhou, vous êtes trop heureux, j'en suis sûre. Ensuite, j'ai lu Utopie réaliste de Rutger Bregman. Je l'ai acheté il y a un moment et j'avais très envie de le lire, mais j'avais un peu peur, vu que c'est de la non-fiction, que ce soit un peu sec et que ce soit un peu pas compliqué à lire. Je cherche la bouteille d'eau. Pas forcément compliqué à lire, mais peut-être compliqué de tout comprendre et que ce soit pas tellement engageant, tout ça. Enfin, comme d'habitude, j'ai toujours peur en fait que la non-fiction soit, oui, pas tellement engageante. Et pourtant, à chaque fois que je lis de la non-fiction, ces livres sont juste super bien écrits. Enfin, peut-être pas super bien écrits, tous, mais au moins l'écriture est fluide. Les auteurs expliquent clairement, donc il faudrait que j'arrête en fait d'avoir peur de la non-fiction parce que j'ai très envie d'en lire. Ce livre est juste génial. Alors, comme le dit Psychologie Magazine, c'est un livre accessible. Par contre, ils ont écrit joyeux et qui donne envie de se retrousser les manches. Alors, qui donne envie de se retrousser les manches, lui, mais joyeux... Comment vous dire, la majeure partie du temps c'était, enfin pour moi en tout cas personnellement, c'était plutôt déprimant. Parce que en gros l'auteur nous explique comment on aurait pu déjà mettre fin à la pauvreté, comment on aurait pu déjà avoir une semaine de 15 heures ou même moins, comment on pourrait avoir un monde sans frontières, tout ça.
Et en fait on se rend compte que ces choses auraient déjà pu arriver depuis longtemps et juste nos politiciens, les banquiers entre guillemets, les grandes entreprises, tout ça, n'ont pas tellement envie, je pense, que ça arrive. Et donc c'est pour ça que ça n'est toujours pas arrivé. En fait c'est motivant parce qu'on se dit, du coup si c'est possible, il suffit de rééduquer les gens ou alors de leur apprendre tout simplement ces choses, parce que je pense que ce genre d'idée ne court pas les rues parce que ça fait peur peut-être aux gens qui n'ont pas envie que ça se réalise et donc ils essaient de taire ce genre d'idées peut-être. Et puis aussi je pense que c'est utopique, voilà, clairement. Et donc les gens quand ils voient ce genre d'idée se disent oui non mais c'est pas possible, hein, c'est un rêve mais ça n'arrivera pas. Mais justement si, parce que Rutger Bregman nous explique comment c'est possible et je trouve ça génial, vraiment. Donc oui, c'est motivant, ça, on apprend plein de choses. Surtout l'auteur cite toutes ses sources, donc on a une bibliographie en notes, c'est impressionnant. J'ai cru qu'il allait la mettre à la fin tellement il y avait de bouquins, mais je pense qu'il s'est dit non, ça fait déjà beaucoup, je vais me calmer. Mais du coup j'ai aussi ajouté des livres à ma wishlist, notamment Scarcity, c'est une étude sur oui, la rareté entre guillemets. Ça a l'air voilà, ça a l'air génial, mais on va dire que l'idée est résumée dans ce livre et c'est juste top. Il y a plein d'idées différentes, plein de choses à apprendre et voilà. Depuis j'ai regardé quelques vidéos pour voir un peu Rutger Bregman parler et il s'explique très bien, il est plutôt charismatique et le truc c'est qu'il donne des exemples concrets appuyés sur des sources fiables et donc voilà, ça, oui, ça donne envie de se remonter les manches et de, là ça va faire un peu prêche mais tant pis, d'annoncer la bonne parole à tout le monde. Les utopies peuvent être réalisées parce qu'en fait elles ne sont pas tellement utopiques, elles sont plutôt réalistes comme le titre l'indique. Voilà. Et donc notre situation actuelle est analysée, c'est ça en fait plutôt qui est déprimant, mais sinon oui c'est génial, donc je vous le recommande tellement. Lisez-le, par contre je l'ai annoté de partout et je pense que je vais le prêter autour de moi histoire de répandre un peu ses idées. Alors ensuite j'ai enfin fini Becoming de Michelle Obama. Alors je l'ai écouté sur Audible. Alors je pense vraiment que les audiobooks ne sont pas faits pour moi. Je suis très souvent distraite quand je ne fais qu'écouter. J'ai besoin d'occuper mes mains donc je suis pas attentive. Et ça m'a agacée en fait de pas être attentive parce que c'était très intéressant ce qu'elle disait. Elle parle de sa vie puisque c'est un mémoire. Donc elle raconte sa vie de son enfance à sa sortie de la Maison Blanche. Et c'était génial parce qu'on apprend plein de choses. Alors à la fois sur elle, mais aussi sur Barack Obama, sur ce qu'ils ont fait en fait aux États-Unis, les idées qu'ils ont apportées, les innovations, leur originalité aussi. En fait ce qui est bien dans ce livre c'est qu'on est au cœur de la Maison Blanche et donc qu'on voit leur vie et ce qu'ils pensent de cette vie et tout ça et j'ai trouvé ça super. Mais voilà, l'audiobook m'a empêché en fait d'être vraiment à fond dedans. Donc je pense que je vais le relire. Par contre ce qui était bien avec l'audiobook c'est qu'il est lu par Michelle Obama, ce qui est top. Elle a un accent de folie. Même en l'écoutant, on se sent assez proche d'elle et de sa famille, ce qui fait que quand certains meurent, waouh, c'est violent. Par exemple, quand sa meilleure amie et son père meurent, pour sa meilleure amie, j'ai tellement pleuré que c'était waouh, c'était vraiment très émouvant. Mais je pense quand même le relire parce que j'ai envie d'annoter ce livre comme j'annote la plupart de mes livres et j'ai envie d'être plus dedans et de voilà, que ça s'imprègne un peu en fait, parce que là, à l'écoute, c'est un peu parti comme des petits oiseaux. Je suis en train de partir en cacahuète, ça fait trop longtemps que j'ai filmé, je pense. Donc je vous le recommande fortement. En français, c'est Devenir d'ailleurs. Et voilà, c'était super. Mais je le relirai, c'est sûr. Ensuite, après toute cette non-fiction, je me suis dit, on va repartir vers les romans contemporains adultes, on va voir ce que ça donne. Et j'ai lu un livre qu'on m'avait prêté depuis tellement longtemps qu'il fallait que je le lise. Enfin, de toute façon, je pense que vous allez voir plusieurs livres qu'on m'a prêtés arriver dans mes bilans lecture là ces prochains mois. Parce que j'ai beaucoup trop de livres empruntés et je trouve que c'est un peu abusé de les garder aussi longtemps. Ça se fait pas. Genre il y a celui-là, je crois que ça fait genre 5 ans que je l'ai. Même peut-être plus. Non, je suis horrible. Non, ça se fait pas. Bon, ce livre c'est Saturday de Ian McEwan, traduit par Samedi. C'est l'histoire de Henry Perowne. Perowne, je pense que ça se dit Henry Perowne. On va juste l'appeler Perowne. C'est un neurochirurgien assez aisé, on va dire, assez riche,
Et donc on va suivre un samedi normalement ordinaire, mais finalement il ne l'est pas. Alors, j'ai beaucoup aimé l'écriture, je trouve que Ian McEwan écrit d'une façon... Le lecteur lit de façon fluide, c'est agréable à lire, on ne bute pas sur les mots. Voilà, c'est pas sophistiqué à fond, c'est pas impossible à lire, c'est pas de... C'est de la fiction, enfin literary fiction comme ils disent en anglais, mais je suppose que chez nous on dirait fiction adulte, fiction littéraire, c'est un peu bizarre. Mais parce que ça voudrait dire que les autres ne sont pas littéraires. Ça se lit, c'est fluide. Parce que souvent les gens disent oui non mais j'ai pas envie de lire de littérature contemporaine compliquée, genre literary fiction, parce que je sais que je vais pas comprendre, mais si, ça se comprend. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, ce sont les réflexions que Ian McEwan met partout. Alors, il les donne à son personnage, donc c'est pas à mettre sur le compte de l'auteur lui-même. Par exemple, à un moment donné, il y a une réflexion sur la littérature de l'imaginaire. Ouais, je suis pas trop d'accord avec toi, Perrone. Alors pas du tout. Surtout que ce personnage est assez hypocrite, et c'est là qu'on en vient au point négatif, entre guillemets. J'ai eu beaucoup de mal à entrer dans ce livre, parce que, déjà, Perrone est plutôt riche, et donc il a des problèmes de riche. Ce qui est bien, c'est qu'il est lucide et qu'il se rend compte que ses problèmes sont pas ceux de tout le monde, on va dire, et qu'il est plutôt bien loti. Mais quand même, il y a des moments où il sort des trucs... Wow. C'est un peu hypocrite quand même de sa part de... penser ce genre de choses, on va dire. Et après avoir lu Utopie réaliste, je pense que j'étais pas dans le bon état d'esprit pour lire un livre à propos d'un neurochirurgien riche qui se pose des questions sur la guerre et sur la pauvreté, tout ça. Je pense pas, non. J'ai aussi aimé qu'il y ait de l'action vers la fin, parce que ça décollait, parce que franchement ce livre est plutôt contemplatif, et le problème de ce livre, gros problème de ce livre, c'est que le synopsis est très très spoilant, c'est-à-dire qu'il dit tout, en gros. Et donc rien ne m'a surpris, puisque je savais déjà tout, à peu près tout. Et voilà, c'est dommage. Donc j'ai décidé d'arrêter de lire les synopsis, et je vais donc commencer à rentrer dans mes livres complètement à l'aveugle, parce que ce livre aurait pu être beaucoup mieux si je ne savais pas en fait ce qui allait se passer. Mais vraiment. Parce que oui, le premier chapitre nous raconte en gros toute la première partie, et le deuxième, bah en gros résume tout le reste. Mais non... Non, un synopsis, c'est censé donner envie de lire le livre sans trop en dire. Et là, on en dit beaucoup trop. Et donc voilà, donc j'ai aimé l'écriture et les réflexions, mais en fin de compte, pas tellement l'histoire. Le seul personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Daisy. Mais je pense que c'est parce que on est en gros dans la tête de son père, et donc on en vient à l'apprécier sans la connaître. Donc j'avais envie de la rencontrer. On va dire que je lui ressemble un peu, dans le sens où la relation qu'elle a avec son père... Je me suis vachement... Enfin, j'ai vu dans cette relation un peu la relation que j'ai avec mon père à moi. Et elle a fait des études littéraires, donc elle aime beaucoup lire. Elle aime recommander des livres à tout le monde. Donc bon, voilà, je me sentais forcément proche d'elle. Mais autre problème, j'ai trouvé que ce livre était assez déprimant. Surtout la fin. Mais en fait non, partout il est vachement déprimant parce que il analyse un peu la situation de notre société actuelle. Mais alors la fin, c'est surtout sur... la venue de la vieillesse, le fait que le personnage va avoir 50 ans et donc il y a certaines choses qu'il peut plus faire. Non, ça c'était déprimant, j'avoue. Et oui, donc voilà, le synopsis en dit trop, et du coup j'ai eu énormément de mal à m'attacher à Perrone en tant que personnage principal, il me saoulait. Mais sinon, je pense que je continuerai à lire Ian McEwan, peut-être avec Atonement, je pense que c'est... Je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Sinon c'était quand même une bonne lecture, hein, mais... Alors c'est peut-être pour ça que les gens ont peur aussi de lire de la literary fiction, entre guillemets. C'est vachement lent à lire. J'ai l'impression que le livre doit décanter en fait dans mon esprit. Du coup j'ai lu d'autres livres entre temps, enfin j'ai commencé d'autres livres entre temps. Par exemple j'ai écouté Becoming en même temps. Parce qu'on ne peut pas lire ce livre d'une traite, même s'il est plutôt court. C'est un peu compliqué de se lancer dedans et de le lire d'un coup. Et il faut plutôt le laisser décanter, je pense. Voilà. Je pense que ce bilan lecture va être un des plus longs. J'espère que vous allez me pardonner. On va dire que c'est parce que ça fait longtemps que j'ai mis une vidéo en ligne. Ensuite, j'ai lu le livre de perles de Timothée de Fombelle qui m'avait été offert entre guillemets par Salomé, puisque j'ai gagné son concours, un livre sous le sapin. Et donc elle me l'a envoyé. Voilà, et je l'ai enfin lu. Franchement, je m'applaudis intérieurement parce que ce livre n'est resté que 4 mois, je crois. Oui, il n'est resté que 4 mois dans ma palle. Je l'ai reçu en décembre et c'est
C'est un des livres que j'ai lu le plus rapidement. Alors, le livre de Perle, c'est un roman fantastique, fantasy, je sais pas trop dans quoi le placer. Puisqu'en fait on va se trouver dans deux mondes différents. Je ne vais pas vous dire grand chose de plus parce que sinon je pourrais vous spoiler. Je n'ai pas lu l'arrière il me semble avant de commencer le livre et heureusement. Je ne sais absolument pas comment vous résumer ce livre sans trop vous en dire et en vous donnant quand même envie de le lire. Donc je vais quand même tenter. Le premier chapitre est à part. Le deuxième chapitre nous ouvre une narration à la première personne. Et après, on va avoir un autre type de narration. Je n'ai pas trop envie de vous en dire sur ce livre. Sachez juste que c'est, oui, dans deux mondes, on va dire. Le nôtre est un monde de contes de fées. Que le personnage de Perle est très beau, je trouve. Très intéressant et peut-être celui auquel je me suis le plus attachée. Le narrateur, pas tellement. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un relais du lecteur. Je sais pas si vous voyez ce genre de figures, vous savez, qui ne sont pas tellement développées et qui sont en fait des espèces de personnages qui permettent au lecteur d'entrer dans le livre. Bah, c'est un peu ça, je trouve, le narrateur. Et voilà. Je peux pas trop vous en dire sur d'autres choses. Sachez que c'est plutôt bien écrit, mais que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre. En gros, ce qui me permet de dire que ce livre est génial et que je vous le recommande vraiment beaucoup parce que il vaut vraiment le coup, c'est la fin, parce que la fin était géniale. Je peux pas vous en parler bien sûr puisque c'est la fin, mais j'ai trouvé qu'elle remettait tout le livre en perspective et c'était une idée super, je trouve, cette fin. Donc c'est une belle histoire et je pense que si vous n'aimez pas le début ou si vous n'arrivez pas à rentrer dedans, il faut quand même persévérer parce que la fin vaut vraiment le coup et que ce livre se lit très vite. Voilà, il est pas très gros, il fait plus de 300 pages mais ça se lit vraiment très vite. Voilà, donc je vous le recommande. Je suis désolée, je peux pas tellement vous en dire plus, j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai envie de vous garder toutes les surprises. Ensuite, j'ai relu un livre, Lorenzaccio d'Alfred de Musset. J'adorais ce livre, je l'ai lu pour le bac. Et oui, c'est l'œuvre que j'ai eue au bac. D'ailleurs, je pense que c'est... Je sais plus si c'est tombé sur ça le bac, je me souviens plus du tout. Je sais que certaines personnes n'aiment pas les livres qu'ils doivent lire en cours, parce que ce sont des lectures obligatoires. Mais je me souviens que j'avais adoré ce livre. Je me souviens que j'avais appris des citations par cœur pour ma disserte pour le bac. C'était pour le bac de littérature, c'était pas pour le bac français. Et là, en révisant pour le CAPES, je suis passée par le théâtre. Et il citait pas mal Lorenzaccio. Et je me suis dit, mais ça fait tellement longtemps que j'ai lu ce livre, peut-être que je l'aime moins ou quoi. Et je me souviens avoir adoré, donc on va retenter. Cette pièce est officiellement une de mes pièces préférées de tous les temps. C'est juste génial. J'adore le personnage de Lorenzo, je trouve qu'il est fascinant. Et oui, il est super intelligent, assez rusé. Il est aussi... On peut dire que c'est un personnage tragique. Il y a plein de citations de lui que j'ai retenues, qui sont restées dans ma tête sans que je m'en rende compte, on va dire. Par exemple, quand il parle d'un potentiel dieu, il dit « S'il y a quelqu'un là-haut, il doit bien rire de nous tous. Cela est très comique, vraiment. Ô bavardage humain, ô grand tueur de corps morts, grand défenseur de portes ouvertes, ô homme sans bras. » Et je me souvenais d'une citation qui m'était restée en tête, peut-être parce que j'étais une enfant à l'époque, entre guillemets. C'était « Voir dans l'enfant de 15 ans la rouée à venir ». Et je pense que j'avais pas pleinement saisi le sens de cette citation. Et là, maintenant, en le relisant, je me dis « Ah mon Dieu, mais il y a plein de fils que je me rends compte, en fait, de certaines choses que j'avais zappées, en fait. » Parce que... on va dire oui, j'étais quand même jeune. Pareil, la place de Florence, le fait que ce soit une mère pour les personnages, mais une mère corruptrice. Non mais vraiment, ce livre est génial. Il est trop top. Voilà. Il y a quelques anachronismes, si j'ai bien compris, puisqu'en fait, on peut faire le parallèle entre la Florence du XVIe siècle, je crois que c'est au XVIe siècle. La Florence du livre et la France dans les années 1830, avec... les multiples problèmes politiques que la France rencontre. J'ai trouvé ça vraiment top. La langue est belle, les réflexions sont belles. Après, il y en avait une autre que j'ai adorée, c'est un monologue de Lorenzo. Mais vraiment, Lorenzo est un des personnages que j'aime le plus en littérature, je pense. Je vais vous lire une citation, mais je vais pas vous la lire en entier, sinon c'est un spoil. Parce que ça se passe à la scène 3 de l'acte 3, un dialogue entre Lorenzo et Philippe Strozzi. Lorenzo dit « Une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi je me levai. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée, et je jurai. » Et vous saurez ce qu'il jure si vous lisez cette pièce. Cette pièce est géniale. Je vous la recommande, lisez-la.
Elle est top. D'ailleurs j'ai refait une chronique sur mon blog parce que j'en avais déjà fait une pour ma première lecture. Et j'en ai refait une. Voilà. C'est rare les livres qui ont 2 chroniques sur mon blog. Ensuite, j'ai lu Lucrèce Borgia de Victor Hugo parce que j'avais envie de lire du théâtre, donc j'ai continué. Alors, je ne peux pas vous résumer Lucrèce Borgia, sinon je vous spoil. Ne lisez pas le synopsis parce qu'il spoil. Mais au début, je l'ai relu le synopsis avant de lire la pièce, ce que je n'aurais pas du tout dû faire. Je me suis rendu compte qu'en fait, le synopsis vous révèle la dernière phrase de la pièce. Mais vraiment la toute dernière phrase, c'est-à-dire la grosse chute de la pièce. Mais pourquoi avoir fait ça? C'est... Non, on ne fait pas ça. C'est comme de dire qu'un personnage meurt à la fin d'un livre dans le résumé. On ne fait pas ça. Et donc, je n'ai pas pris autant de plaisir que je l'imaginais à lire cette pièce. Bon, j'ai pris du plaisir parce que Victor Hugo écrit bien et qu'il fait bien parler ses personnages, on va dire. C'est beau. Il y a de belles citations à retenir, mais ne pas lire le résumé. Juste sachez que c'est sur Lucrèce Borgia. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça à savoir. Mais j'ai aimé que ce soit de l'histoire italienne, j'ai aimé l'écriture, et j'ai adoré le fait que Lucrèce Borgia ressemble tellement à Circe Lannister, mais à un point impressionnant. Donc je me dis, peut-être que Lucrèce Borgia a servi à créer le personnage de Circe. Ce serait drôle. Agrippine Cléopâtre. Ah, c'est Lucrèce! Dans la famille Borgia, elle serait assurément Lucrèce, dont la légende noire raconte qu'elle eut des relations coupables avec son frère César. Voilà. Bon, il y a d'autres personnages historiques qui auraient pu inspirer Circe Lannister, mais donc oui, Lucrèce Borgia, clairement. J'ai vu Circe Lannister tout le long dans... Enfin, j'ai vu Lena Headey dans le rôle de Lucrèce tout le long de la lecture. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Orphée de Jean Cocteau, donc c'est encore une pièce de théâtre. Cette fois, c'est une réécriture donc, du mythe d'Orphée. C'est original. C'est une réécriture spéciale, on va dire, d'Orphée. Il y a de belles citations à retenir, on va dire. J'ai aimé le personnage d'Eurydice, qui est tout à fait consciente qu'Orphée est un... Comment on peut dire ça de manière polie? Quelqu'un de très arrogant, de très sûr de lui, et de très imbu de sa personne. J'ai aimé la façon dont les miroirs servent dans la pièce, puisque j'aime beaucoup le thème du miroir. J'ai travaillé là-dessus pour mon premier mémoire, pour mon Master 1. Donc j'aime beaucoup le thème du miroir, et du coup là il est bien utilisé, j'aime beaucoup. Avec l'idée de la mort, tout ça. Je pense que ça doit être une pièce très intéressante à voir. Mais je pense que je n'ai pas saisi tout un côté de la pièce. Peut-être le côté contemporain, peut-être que l'auteur parle de certains de ses amis. Peut-être certains autres écrivains de son époque. Et donc ça j'ai clairement loupé. Puisque je n'ai pas étudié cette pièce, je l'ai juste lue. Mais voilà, j'ai quand même vachement aimé. Je pense que je la relirai un jour. Et j'aimerais bien la voir jouer du coup. Donc voilà, c'est agréable à lire. Et j'ai lu un petit... Bonjour. Mais bon, vous savez, comme j'aime la mythologie, donc à peu près tout ce qui est mythologique peut passer dans mon cas. Alors voilà, ça donne ça. Plus le magazine et l'audiobook. Voilà. Donc ça va, c'est un bon petit mois en fin de compte, puisque ça avait commencé petit avec de gros livres et ça a fini pas mal avec des livres plutôt courts, mais bon. Alors, on va passer aux statistiques. Le meilleur de ce mois-ci, c'est Utopie réaliste, parce qu'il est juste génial. Il n'y a pas de fail, ce qui est bien. C'est bien les mois sans fail. C'est quand même dommage de lire un livre, de le finir et de se dire en fait, pas du tout. La surprise, c'est toute la trilogie The Infernal Devices. Donc le premier tome, je l'ai lu pendant la première partie du mois, parce que je m'attendais vraiment pas à aimer à ce point. Surtout le tome 3, qui m'a fait pleurer comme jamais. La déception, c'est Lucrèce Borgia, à cause de ce synopsis très spoilant. J'ai lu 13 livres et j'en ai acquis 16, donc je pense qu'un book haul viendra peut-être à la fin du mois d'avril, comme ça vous aurez février, mars, avril. J'aurai un nombre assez conséquent de livres à vous présenter. J'ai lu 11 fictions, 8 romans, 3 pièces de théâtre. Les 8 romans, il y avait un SF, 6 fantasy fantastique et un contemporain. Les pièces de théâtre, c'était 2 pièces de théâtre classiques et une contemporaine moderne, on va dire. J'ai lu 2 non-fictions, un essai et un mémoire. Je sais pas si on dit un mémoire, des mémoires. Je sais pas si on utilise le masculin ou le féminin, du coup. Parce que là, un mémoire, ça me fait très penser à l'exercice universitaire, donc... J'ai lu 5080 pages, j'ai fait une lecture commune, Infernal Devices, donc la lecture commune c'était le tome 2 avec ma soeur. Mais j'étais censée lire les deux, et en fait j'ai lu cette trilogie trop vite. Donc elle est en train de lire le tome 3. Je lui ai dit de préparer les mouchoirs,
il vaut mieux. Alors, j'ai commencé une série, Fire and Blood de George R.R. Martin, le tome 2, je ne sais pas quand il va sortir. J'ai continué une série, le cycle des Princes d'Ambre, et pas les Chroniques d'Ambre. Voilà, que je compte continuer aussi le mois prochain, enfin ce mois-ci du coup. Et j'ai terminé 2 séries, les Chroniques lunaires, enfin, et les The Mortal Instruments ses origines, donc The Infernal Devices. J'ai lu 3 livres dans mes pales annuelles. Alors il y avait Winter qui était dans la mienne, le livre de Perle qui était dans celle de Salomé, et je crois que le premier tome de The Infernal Devices était aussi dans la palle de Salomé, donc voilà. Les lectures communes du mois d'avril, je ne les ai pas du tout notées, je vais tenter de m'en souvenir. On a d'abord le livre que je suis en train de lire, je ne sais même pas où il est, bravo, on m'applaudit. Alors, la première lecture commune du mois d'avril, c'est Notre-Dame de Paris qui est en cours, avec Christelle, Emeline, ma sœur, et Salomé. Voilà. Donc on va lire chacun à son rythme, mais on va le lire ce mois-ci. Il y a ensuite La mystérieuse affaire de style de d'Agatha Christie, c'est la première enquête de Poirot que je lis avec Aurore. Il y a The Clan of the Cave Bear, le clan de l'ours des cavernes, le premier tome de la série des Enfants de la Terre de Jean M. Howl, que je vais lire avec Christelle et peut-être Gina. Il y a d'autres livres mais je ne m'en souviens plus. Je crois qu'il y a Rouille de Florian Soulas, aussi avec Christelle. En fait la majorité de mes lectures communes se font avec Christelle, mais je ne les note pas, je suis quelqu'un d'affreux. Ou alors je les ai notés mais je ne sais pas où. Donc là peut-être oui. Alors il y avait Rouille, comme je vous ai dit, Aristote et Dante il me semble, Les Rois Maudits, L'Enchanteur, il me semble aussi. Je pense que j'en ai oublié, mais c'est pas grave. Sachez juste qu'il y a pas mal de lectures communes pour ce mois-ci. Mais je ne vais pas pour autant m'obliger à lire ces livres. Hein. Ce sera selon si j'ai envie ou pas. Voilà, je crois que c'est tout. J'avais rien d'autre à vous dire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Elle était très longue, mais comme je vous l'ai dit, c'est parce que je n'ai pas posté depuis longtemps. Hein. On m'en veut pas, s'il vous plaît. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!